On commence pour vrai. OK. Donc, on va se parler aujourd'hui des mots étiquettes, les mots photos, les mots flash aussi, qui peuvent être une autre façon d'appeler ça. Puis, on va voir qu'est-ce que la recherche en dit. Mais si vous avez lu le descriptif de l'atelier, ben, vous allez voir que, dans le fond, on va un petit peu détruire ces choses-là, puis vous proposer quelque chose alternativement. Donc, le contenu des diapositives, c'est vraiment attaché au propos que je vais tenir. Donc, je vous demande de ne pas partager les diapositives seules. À la limite, vous allez pouvoir, si vous voulez en parler à quelqu'un, leur dire d'aller écouter ça sur notre chaîne YouTube très prochainement. Donc, on va se parler, avant toute chose, des mots irréguliers. Qu'est-ce que c'est? Puis après ça, je vais être capable de vous dire qu'est-ce que la recherche en dit. Donc, on va aller voir l'autre diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est un mot irrégulier? Donc, un mot irrégulier, c'est un mot qui comporte une partie qui est inusitée ou peu fréquente. Donc, là, on est vraiment en lecture. On va parler d'une correspondance graphème-phonème. Donc, quand on parle de correspondance graphème-phonème, c'est que je vois des lettres, donc graphème, et ça me fait penser à un son, donc phonème. Bon, si on pense par exemple à femme, ben, dans le mot femme, la partie qui est irrégulière, c'est le E. C'est inusité, peu attendu que le E fasse le son A. Si je regarde dans monsieur, ce qui est irrégulier, c'est le fait que le ON, qui habituellement fait le son on, mais ici, ça fait le son E. Et le R ici est inaudible. Si je continue, par exemple, dans doigt, ben, c'est particulier, il y a un G à l'intérieur du mot et il va être muet. Si je regarde mère ici, ben, que le E fasse S, c'est pas inattendu. Par contre, d'habitude, quand ER est à la fin du mot, il fait le son E. Donc, contextuellement, ici, ça aurait dû être mais c'est le mot mère. Si je regarde carrousel, ben, c'est particulier. On a un S intervocalique, donc il aurait dû faire mais pourtant, c'est bel et bien le mot carrousel, c'est le son que va faire la lettre S. Pareil, ici, orchestre, ben, on a le CH qui ne fait pas ch comme on l'attend habituellement, mais qui fait le son K. Des fois, ça peut arriver aussi que c'est une règle par rapport, comme par exemple, non, je ne vais pas prendre ce mot-là. OK, avril, où on va prononcer la dernière consonne, mais pourtant, dans fusil, on ne va pas le dire. Donc, il n'y a pas son micro, son E-micro, le E qui permet de, dans le fond, faire prononcer la consonne qui précède, mais on va quand même l'oraliser dans avril, mais pas dans fusil. Donc, ça va être soit une correspondance graphème-phonème inusitée, soit une règle contextuelle qui n'est pas respectée. Quand on regarde, donc ça, ce sont tous des mots dits irréguliers en lecture. Ça reste que ce n'est pas l'entièreté du mot qui est irrégulier. Il y a une partie qui est irrégulière, mais il y a aussi des parties qui sont régulières. Dans femme, le F, il est régulier, il fait le son F. Et les M font puis on a notre règle contextuelle du E-micro qui, non pas le contextuel, notre règle du E-micro dans le fond qui fonctionne ici. Donc, il n'y a que cette partie-là qui est irrégulière. Donc, à part de rares exceptions comme ET, ES ou EST, qui, eux, on pourrait dire qu'ils sont 100% irréguliers, le reste des mots irréguliers en français comportent une partie régulière. Donc, si on va de l'autre côté, on va se parler, dans le fond, de qu'est-ce que c'est la transparence de la langue. On va parler d'une langue qui est transparente, consistante, régulière. Donc, ce sont tous des synonymes. Lorsque la correspondance est parfaite entre le graphème et le phonème. Donc, pour avoir une correspondance parfaite, ça veut dire qu'une lettre fait toujours le même son et un son s'écrit toujours avec les mêmes lettres. Le latin était une langue 100% transparente. Il y avait 2323 lettres. Un son s'écrivait toujours avec la même lettre et une lettre faisait toujours le même son. C'est pour ça que nos grands-parents, quand ils faisaient des études classiques, apprenaient le latin et assez rapidement même, parce que c'était ultra facile. Le finnois est une langue qui est 100% transparente.
souvent, on va nous comparer, on va dire que le modèle éducationnel finnois, ils sont donc wow en Finlande, sont meilleurs que nous. En même temps, eux, ils ont de la chance parce que leur langue, elle est étant 100% transparente. En 3 à 4 mois, les élèves savent lire et écrire. C'est terminé. Ils ont fini d'enseigner le code. Donc, ça leur laisse à eux autres beaucoup de temps pour faire de l'éducation de la nature, de l'éducation citoyenne. Bon, parce que leur langue est 100% transparente, il est moins long pour un élève finnois d'apprendre à lire et à écrire sa langue. Et après ça, bien, il y a plus de temps pour apprendre autre chose. Fait que des fois, quand on nous compare avec le modèle finlandais, ils ont, oui, peut-être des approches différentes, innovantes, mais il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas la même matière à enseigner. Le français, quand on regarde au niveau de l'échelle de transparence, le français est dit une langue semi-opaque ou semi-transparente. Donc, on est quand même plus transparent que l'anglais. L'anglais est une langue qui est plus opaque que nous, mais ça reste qu'on est loin du finnois. On va dire en français, on va revenir à l'autre avant. On va dire en français que la langue, elle est transparente de 75 à 96% des cas, dépendamment si on considère la morphologie ou non. Donc, il y a un 4 à 25% des mots qui vont être en lecture difficiles à lire par décodage parce qu'ils ne sont pas c'est pas des mots qui sont écrits de façon transparente. Donc, quelle priorité on va devoir se donner en tant que pédagogue? Est-ce qu'on va mettre la priorité sur la partie transparente ou sur la partie opaque de notre langue? Bien, les recherches nous disent qu'on devrait axer nos apprentissages sur la partie la plus transparente de la langue et à l'image des modèles éducationnels où la langue elle est très transparente. Eux, ils obtiennent des succès, les Finnois, parce qu'ils focusent sur, dans le c'est facile, 100% de la langue est transparente. Donc, on devrait focuser sur notre partie transparente de la langue, ce qui veut dire 75 à 96% des mots vont être transparents, plutôt que d'axer sur les exceptions. Donc, quand on fait l'enseignement des mots étiquettes au mois de septembre en première année, bien, on est en train de focuser sur quoi? Oui, donc on devrait plutôt se focuser sur la partie transparence, sur l'enseignement du code pour pouvoir enseigner pour que les enfants deviennent autonomes plus rapidement en lecture et puissent automatiser leurs compétences plus vite. Donc, on va changer de diapo. Bref, on devrait se concentrer sur le décodage au début de l'apprentissage parce que ça va permettre de lire 75 à 96% des mots. Qu'est-ce que c'est finalement le décodage? Donc, je vais vous dire quelles sont les étapes au décodage. En premier, on fait une analyse visuelle. Donc, je vois le mot. Ici, on a le mot banane. Donc, mais là, je ne l'ai pas encore lu, fait que je fais juste comme percevoir ces lettres-là. Je vais devoir ensuite faire une conversion graphème-phonème. Donc, la lettre ici, c'est un B, ça fait B. La lettre A, ça fait A. La lettre N, ça fait N. La lettre A, ça fait A. La lettre N, ça fait N. Puis le E, il est muet parce que à la fin des mots, le E est muet. Il sert à faire sonner la consonne qui précède. Et après avoir fait cette conversion-là, graphème-phonème, je dois faire la fusion phonémique. Je dois coller ces sons-là ensemble et c'est ce qui va me permettre, en collant ces sons-là, d'aller activer la prononciation d'un mot connu en mémoire, dans notre vocabulaire. Ça active la trace sonore banane et tout de suite, ça vient activer mon concept associé à ça. Donc, quand j'ai un décodage réussi, c'est quand je réussis à aller activer le concept associé au mot qui était écrit. Donc, on devrait faire l'enseignement du décodage avec des mots pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout du processus du décodage qui est activer une prononciation connue et son concept. Donc, quand on utilise des syllabes, par exemple, ça peut être utilisé de manière transitoire,
Mais le problème de lire des syllabes, c'est que ça ne me permet pas d'aller au bout du processus, que lire, c'est activer un mot connu, donc comprendre le mot qui est écrit. Donc, on va vraiment privilégier la lecture de mots. Donc, on change de diapo. Donc, comment va se développer l'identification de mots? Ce qu'on devrait faire, c'est que pour identifier les mots, on devrait enseigner aux élèves à lire par décodage, comme on l'a vu pour Banane, le processus d'analyse visuelle, conversion graphème-phonème, fusion phonémique permettant l'activation d'une prononciation connue et de son concept. Donc, c'est par décodage que l'enfant va lire le mot et par exposition répétée, donc il va finir par, là, tu vas avoir plusieurs clics, à développer graduellement une représentation orthographique de ce mot-là. Et quand il va avoir eu plusieurs expositions, il va finir par, donne un autre petit coup, encore, il va finir par être capable de reconnaître globalement ce mot-là. Donc, l'enfant apprend à décoder et par exposition répétée, va développer la reconnaissance globale. Donc, nous, on va y enseigner à décoder, puis on va s'assurer qu'il s'expose en contexte authentique de lecture et il va en finir par se développer une trace orthographique de plus en plus solide qui va lui permettre éventuellement de reconnaître globalement. Donc, je ne vais pas aller enseigner à reconnaître globalement. C'est un processus qui va se développer par lui-même. C'est ce qu'on va appeler le processus d'auto-apprentissage. Donc, l'enfant va apprendre à décoder et par exposition, il va apprendre lui-même à reconnaître globalement. À force de reconnaître, dans le fond, d'avoir de plus en plus de mots qui vont être reconnus globalement, il va se développer ce qu'on appelle la fluidité. L'enfant va être capable de lire de manière plus rapide, d'identifier les mots de manière automatique plus rapide, quand il va y avoir beaucoup de mots qui vont être lus globalement. Donc, ce qu'on vise ultimement, on sait la fluidité, c'est quelque chose dont on parle souvent, on vise à ce que l'enfant soit fluide, qu'il identifie les mots de manière automatique et rapide. Mais pour être capable de rendre un élève fluide, ce qu'on doit faire, nous, en tant que pédagogue, c'est lui enseigner à décoder, puis s'assurer qu'il s'expose. Et par exposition répétée, il va développer la capacité de reconnaître globalement un nombre grandissant de mots qui vont lui permettre de lire de manière fluide. Oui, oui, c'est merveilleux. C'est enregistré, mais on ne saura pas que c'est toi. En orthopédagogie, ça veut dire que c'est mieux de travailler le décodage plus que, tu sais, au palier 2, plus que la fluidité en tant que telle, parce que la fluidité, c'est comme un résultat de... Récemment, on a diffusé en équipe SREJ le référentiel en lecture. C'est un document, dans le fond, où on parle là, des cibles. Puis, dans le fond, dans la fluidité, au début, il y a conscience phonologique et principe alphabétique, qui est comme la première cible. Ensuite, il y a identification de mots. Et il y a fluidité après. Et dans la fluidité, il y a trois sous-sections et il y a automatisation de l'identification de mots. Et ce que ça dit, c'est si l'enfant n'a pas automatisé l'identification de mots, même si on est dans la pastille, on est dans le document, la page qui parle de la fluidité, on dit revenez aux stratégies d'identification de mots. Et là, dans la section identification de mots, ce qu'on dit, c'est de développer le décodage. Donc, tant ça ne s'enseigne pas à lire vite. Même si je dis à l'enfant, lis vite. Ben, comment on fait pour lire vite? Ben, on lit vite et de façon précise quand notre décodage est assez développé pour nous permettre de faire une activation réussie d'un concept connu, comme tantôt banane, plusieurs fois, parce que, dans le fond, j'ai fini par créer ma représentation orthographique dans mon lexique orthographique, ce qui m'a permis de faire de la reconnaissance globale et c'est ça qui me permet la fluidité. Donc, oui, si je veux que mon élève soit plus fluide, ce qu'il faut que je fasse, c'est m'assurer que ça se fasse. Donc,
Par contre, là, vous allez me dire, c'est OK, mais ça fonctionne pour les mots réguliers comme banane. Qu'est-ce qui va se passer pour les mots irréguliers? Hein? C'est un peu ça la question, parce que là, je vous dis, OK, on va focuser sur la partie régulière du code, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le 4 à 25 qui n'est pas régulier? On change de diapo. Ici, donc, on a un exemple d'une phrase qui pourrait se retrouver dans un livre. Donc, je vous laisse lire ce qui est écrit. Donc, vous vous doutez hein, qu'ici, il va se passer un problème avec un coco qui est en apprentissage de la lecture. On va aller à l'autre diapo. Qu'est-ce qui va se passer avec ce mot irrégulier-là? Donc, l'enfant qui va se retrouver face au mot hein, ici, il va faire l'analyse visuelle de ce mot-là. Et par décodage, il va oraliser FUM. FUM, ça n'active pas un concept connu. Ce n'est pas une prononciation connue d'un mot. Fait que l'enfant va se dire, ouais, FUM, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, l'enfant doit résoudre l'irrégularité par prédiction. FUM, ça ne fait pas de sens, mais quand il regarde l'image, puis avec les pages précédentes, l'information qui avait été donnée, puis là, je vois dans l'image qu'il y a une femme puis un monsieur, puis je vois que c'est le monsieur qui ronfle, donc je me doute que c'est la femme qui n'arrive pas à dormir. Donc là, par prédiction, il se dit, ça doit être femme. Donc là, il active la trace sonore, la prononciation du mot femme, et par exposition répétée, va finir par développer dans son lexique orthographique que cette trace, ce mot-là écrit, va aller tout de suite activer. Je n'aurai plus besoin de le décoder parce que par exposition répétée, j'ai enregistré dans mon lexique orthographique que ça, c'est femme. Ça, c'est femme. Autre possibilité, je vous laisse lire ça ici. Juste m'assurer que j'ai bien tout dit. D'habitude, c'est Lynn qui vérifie que j'ai pensé à tout dire. Ah, non, je vais revenir en arrière. Désolée. OK, encore? OK. Donc, l'enfant, dans le fond, a réussi à aller activer femme hein, par des indices contextuels grâce à l'image, grâce à ses connaissances antérieures. Donc, l'ensemble de ces informations-là accumulées lors de sa lecture lui a permis de prédire la prononciation du mot qui lui était pourtant inconnu par décodage. Dans ça ici, il y avait juste finalement une graphie qui était irrégulière, c'était le E. Il a été capable de se baser quand même, oui, sur les informations de l'image, mais le décodage qu'il va avoir fait FUM va avoir quand même été utile parce que là-dedans, il pouvait quand même capter le F, puis il pouvait quand même capter le M. Fait qu'il y avait aussi des informations sur lesquelles il pouvait se baser hein, au niveau sonore pour pouvoir déduire que c'était femme. On est quand même proche entre femme et femme. Donc, ça lui a été utile, ces informations-là sonores liées à son décodage. Donc, on va enseigner en premier aux élèves à lire par décodage. Ouais, excuse-moi, Camille, je t'aide pas bien. On va enseigner en premier à l'élève à lire par décodage, même les mots irréguliers, et on va devoir lui enseigner comment faire pour résoudre l'irrégularité. Donc, on va devoir lui enseigner explicitement que ça se peut des fois qu'il va y avoir des parties spéciales dans les mots, puis quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir résoudre l'irrégularité quand il y a une partie spéciale. Puis en plus aussi, l'avantage d'aller demander de faire du décodage, c'est que si on demande de reconnaître globalement, ça se pourrait que l'enfant soit tombé dans le panneau. Ça ressemble à ferme, ça ici. Si hein, j'enlève ça ici, là, c'est si je fais juste traiter hein, au niveau logographique, là, la forme du mot, c'est proche du mot ferme. Puis des fois, on va avoir des enfants hein, qui vont essayer de faire de la reconnaissance globale. Puis dans le fond, ils essayent de deviner le mot à partir de sa forme ou des premières lettres. Et leur prédiction n'est pas bonne parce qu'ils ont essayé de faire une reconnaissance globale puis qu'ils n'ont pas traité l'entièreté du mot. On va voir ça aussi beaucoup à partir de la deuxième, troisième année sur les terminaisons de verbes. En deuxième, troisième année, c'est un fléau. Les enfants ne vont pas lire jusqu'à la fin. Et donc, il manque toutes les terminaisons verbales qui amènent un sens quand même différent. Si c'est au futur ou au passé, ça change quand même le sens de la phrase. Et c'est des enfants qu'on va avoir entraînés à reconnaître globalement le mot. Hein? Clic, tu reconnais le mot. Donc, les autres pensent que
être un bon lecteur, c'est lire rapidement en reconnaissance globale. Mais quand ils font ça, il manque un paquet d'informations. Puis je ne sais pas pourquoi, là, ça ressort vraiment beaucoup en deuxième, troisième année, là, les niveaux des terminaisons verbales. Là, je suis prête, Camille. Est-ce que tu changes? OK. Donc là, il y avait cet exemple-là. On va aller voir comment ça va se passer. Donc, si l'enfant lit ce mot-là en disant femmelette. Oui. Donc là, encore une fois, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas une prononciation d'un mot connu. Donc, il n'est pas capable d'aller activer un concept. Donc là, il va devoir, encore une fois, résoudre l'irrégularité. Mais là, on est avec un élève qui est un peu plus vieux. Là, il va résoudre peut-être par analogie. Donc là, c'est quand il va reconnaître que, tu sais, là, il a réussi, lui, à développer dans son lexique orthographique la reconnaissance globale du mot femme. Et là, quand il voit ça, ça fait femmelette, mais ses yeux voient qu'il y a femme cachée dedans. Je revois femme. Donc, il va se dire, ben ça doit être, je dois le lire comme enfant, fait que ça doit être femme. Puis là, il va continuer son décodage avec le reste. Parce que dans le fond, la seule chose qui n'est pas régulière ici, c'est ce graphème-là. Le restant, c'est tout régulier. Donc là, par analogie, avec un mot qu'il connaît déjà dans son lexique orthographique, il va pouvoir en arriver à, OK, puis l'exposition répétée, à dire, dire que femmelette, ben, c'est une injure. Puis probablement qu'il ne la connaissait même pas, cette prononciation-là. Il a, par sa lecture, appris le sens d'un nouveau mot. Et, fait que ça va maintenant faire partie de son répertoire. Il va être capable de dire cette injure-là probablement dans ses conversations avec ses pairs. Donc, excuse-moi, là. Oui, on va retourner ici. Donc, ce mot-là, au final, si j'avais voulu lui faire reconnaître globalement le mot, ça aurait été quand même coûteux. Parce que pour un graphème qui était régulier, imaginez toute l'énergie cognitive qui aurait été nécessaire pour essayer de globaliser ce mot-là. Alors que finalement, il y en a juste une graphie qui était régulière. Fait que ça va être bien moins coûteux de passer par décodage que d'essayer de prendre une photo de ce mot-là, enregistrer dans ta tête, maintenant reconnais-le globalement. Donc, la résolution de l'irrégularité, ça va fonctionner. Outre des rares exceptions comme et, est, dont je vous ai parlé tantôt, tous les mots comportent des parties régulières sur lesquelles les élèves peuvent minimalement s'appuyer pour faire un décodage réussi. Donc, en s'appuyant sur leur connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes, mais en étant exposés à la lecture en contexte authentique et autonome, ça, c'est nécessaire. Tantôt, là, si le mot « femme » avait été écrit tout seul, sans aucun contexte, il n'aurait pas pu, l'élève, déduire par prédiction l'oralisation de femme. Donc, c'est important qu'on fasse lire dans des contextes authentiques pour que les élèves aient accès à un bagage d'indices contextuels pour pouvoir en arriver à résoudre l'irrégularité. Donc, il va falloir enseigner aux élèves à lire par décodage. Ça va être la stratégie de lecture numéro 1. On va lire par décodage et résoudre l'irrégularité. Donc, c'est par décodage réussi fréquent qu'un mot, qui soit régulier ou irrégulier, pourra être lu globalement après une exposition répétée. Un petit peu. Donc, ultimement, les élèves vont lire globalement, mais ils vont d'abord passer par le décodage plusieurs fois avant d'être capables de lire globalement. Fait qu'on n'est pas en train de dire que la lecture globale n'existe pas. C'est ça qu'on veut que l'élève développe ultimement. Mais ça, on ne va pas lui enseigner à lire globalement. On va lui enseigner à lire par décodage, puis lui, par exposition répétée, il va développer la lecture globale. Ça vient du site TAA à l'école. Donc, ici, je vais vous le lire parce que c'est un bout là, qui est pertinent. Je n'aime pas ça lire habituellement, là, mais bon, comme un pourcentage important des mots les plus courants en français ont une forme orthographique irrégulière, et là, ils nous en mettent 7, femmes, 10, fils, outils. De nombreux professionnels de l'enseignement croyaient qu'il était préférable de mémoriser la forme orthographique de ces mots de haute fréquence de façon globale. Il manque un 2 ici. Oui.
Nous savons maintenant que pour bien apprendre ces mots et pour pouvoir appliquer une partie de ce savoir à d'autres mots, les élèves doivent comprendre la relation qui existe entre les sons qu'ils entendent lorsque le mot est prononcé et les lettres qu'ils voient dans le mot écrit, donc correspondance phonème-graphème ou graphème-phonème, même si l'orthographe de ce mot est irrégulière ou inattendue. Lorsque nous enseignons aux élèves à regarder chacune des lettres d'un mot et à réfléchir aux régularités de lettres qui sont attendues ou inattendues, leur cerveau apprend ces relations et les retient grâce à un processus appelé cartographie orthographique. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Cette capacité de cartographier l'orthographe permet d'établir un lien entre la forme orthographique, la prononciation et la signification de certains mots et à mémoriser ce lien. Donc, c'est même rendu sur les internets que c'est ça qu'on devrait faire. Donc, comment on va faire l'enseignement? Vous voyez, là, j'ai mis cette image-là, c'est parce que là, on est vraiment dans des informations liées directement avec notre enseignement. Donc, on va développer le réflexe chez les élèves de décoder en premier, mais de savoir qu'il y a des parties de mots qui peuvent être inhabituelles ou spéciales. Le contexte de la phrase, de l'histoire ou de l'image va permettre l'activation de la bonne trace sonore par prédiction et ou analogie, comme on a vu tantôt avec Femmes et Femmelettes. En première année, là, justement, je ne vous ai pas demandé, vous venez d'où? Qui est en première année? Qui est en deuxième? Qui est en troisième? Quatrième? Cinquième? Adaptation scolaire, OK. Je sais que comment? Sixième? Direction. Bon. En première année, on sait qu'il serait optimal de présenter un mot au moment où les parties régulières ont été enseignées. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le mot femme, avant de présenter le mot femme et à enseigner aux enfants à résoudre les régularités de ce mot-là, je vais attendre d'avoir enseigné le F qui fait F et le M qui fait M. Comme ça, quand ils vont arriver face à ce mot-là, ben, ils vont avoir accès, ils vont avoir enseigné tout ce qui est régulier dans ce mot-là. Donc, ils vont être mieux équipés pour résoudre l'irrégularité de ce mot-là. Donc, en première année, il y a comme une planification assez serrée à faire entre l'enseignement de nos correspondances graphème-phonème puis les mots irréguliers qu'on va utiliser pour enseigner la résolution des irrégularités. C'est comme si des fois, mais monsieur, je vais attendre avant de le présenter à mes élèves, d'avoir présenté le M qui fait M, le S qui fait le I qui fait I, le EU qui fait E. Puis idéalement, je vais même attendre que le ON ait été enseigné, même s'il n'est pas régulier ici, pour justement leur dire hey, ça, c'est spécial ici, hein? Il ne fait pas rond comme on est habitué de voir. Donc, quand je vais avoir enseigné toutes ces parties régulières-là, là, je vais être prête à leur présenter le mot monsieur et les élèves vont avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir lire les parties régulières du mot et résoudre la petite partie qui n'est pas régulière. Alors que, à partir de la deuxième année, vous avez un petit peu plus le champ libre parce que toutes les correspondances graphème-phonème les plus régulières ont été enseignées en première année. Fait que là, vous n'avez plus besoin de vous dire ouais, là, dans quel ordre je vais présenter mes mots. Non, théoriquement, vous avez pas mal le champ libre. Donc, vu que ça a tout été enseigné. Donc, à partir de la deuxième année, par contre, là, vous allez avoir un autre mandat, une autre mission. Ça va être d'enseigner la conscience morphologique. Donc, par exemple, pour être capable de reconnaître qu'il y a femme dans femmelette, bien, peut-être pas ça, mettons, poula, aide-moi, là. Un mot. Dans fillette? Ah ouais, c'est ça, fille dans fillette. Bien, il faut que j'ai travaillé la conscience morphologique pour être capable de reconnaître qu'il y a le petit mot fille caché dans fillette. Enneigé, bien, il y a neige de caché dans enneigé. Ça va m'aider à le lire aussi. Donc, tantôt, on prend pour acquis que l'enfant qui a lu Femmelette, qui a réussi à résoudre par analogie, il y avait des bonnes habiletés de conscience morphologique pour être capable de résoudre ça. OK, on change. Bon, ça vient pas c'est pas des données probantes. C'est que nous, après avoir fait un état des lieux des données probantes que je viens de vous présenter, qu'on devrait se concentrer sur la partie régulière du code et enseigner à résoudre les régularités aux élèves,
Nous, au service d'orthophonie, on a développé les mots spéciaux. Donc, ça, cherchez pas ça dans la recherche, c'est une production de notre cru. Donc, on a développé un visuel. Ils ont tous des lunettes, puis ils sont tous pareils, sauf un au milieu, il est spécial. Donc là, on va enseigner qu'il y a des mots spéciaux en lecture. Puis on a aussi des mots spéciaux en écriture. Ceux-là, ils n'ont pas de lunettes, mais ils ont un crayon sur leur chandail. Puis le mot spécial en écriture, lui, il a toute une palette de couleurs de crayons sur son chandail. Il est spécial. On a choisi le terme mot spécial de façon bien réfléchie parce qu'on voulait que ce soit un terme qui soit positif. On voulait quasiment qu'il ait l'air funky, le fun, là, les mots spéciaux, plutôt que de dire des mots difficiles. Tu sais, parce qu'il me semble que si je suis anxieux, là, direct en partant, là, moi, je pense que je ne serais pas capable de le lire, il est difficile ce mot-là. Non, on voulait les rendre le fun pour que ça soit quasiment intriguant d'aller lire des mots irréguliers. Puis, cette manière-là de présenter les mots réguliers respecte les mécanismes développementaux de la lecture que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le développement du décodage en premier par exposition répétée, le développement du lexique orthographique. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on a le mot écrit, sans soutien. On a mis ici une forme soutenante où on avertit, attention ici, cette graphie-là, le E, il est spécial et il fait le son A. Donc là, on est dans une école où il y a eu un arrimage des visuels qui a été fait. Donc, pour représenter le son A, cette école-là utilise ce visuel-là. Non, c'est Raconte-moi les sons. Oui, c'est ça. Raconte-moi les sons. Et là, on a nos guirlandes de syllabes. Donc, on voit que c'est un mot d'une syllabe, que le E est muet. Et on a en plus le support d'une image qui va me permettre de vérifier que mon décodage a été efficace. Ici, femme. Ah, ben oui, j'arrive à activer le concept femme. Donc, c'est une manière qu'on a utilisée pour pouvoir rendre explicite la résolution du décodage. Mais le mieux, ça serait de mettre ça en contexte. Et là, as-tu le lien, toi, de Graphome tout en un? Y es-tu dans tes favoris? Oui, OK. Va falloir que tu arrêtes le partage d'écran et que tu y ailles. Vous avez ouvert sur mon ordi, mais vu que c'est pour moi qui est en mode présentation. Oui. Donc là, ce qui est dit dans les données probantes, c'est qu'il faudrait faire l'enseignement en contexte authentique. Donc, on va aller vous montrer comment nous, dans Graphone, on l'a inclus, comment on inclut ces principes pédagogiques-là. Donc là, je vais aller dans Allons-y. Oui, dans le S. Donc, ici, dans le coin, on a un mot spécial. On va cliquer dessus. Et là, j'ai une phrase. Ici, on s'attend à ce que les élèves lisent fil et peut-être fils, peut-être. Peu importe. Ça ne fait pas bien de sens, hein? Si on passe notre curseur dessus, il m'apparaît un encadré où je revois le mot. Lui, c'est un mot spécial. Les copains, c'était lui, le mot spécial. Et regarde ce qu'ils nous disent. Le L, il est muet. Et c'est spécial. Le S, même s'il n'y a pas de micro, même s'il n'y a pas son E micro, on doit le prononcer. Puis il fait le son S. Donc, ça fait fils. Ah, puis regarde, je vois que lui, c'est le fils des parents. Donc là, on enlève. On reprend notre lecture. Et là, là, ça fait bien plus de sens. Son fils souffle sur un pissenlit. Là, j'ai réussi à résoudre l'irrégularité. Donc là, notre principe d'enseignement en contexte, bien là, j'avais un contexte de phrase, puis en plus, une image qui soutient ma prédiction. Donc, si on revient à la présentation, tourne dans ça. Donc, on a un soutien à la lecture, puis l'image qui vient garantir l'activation de la bonne trace sonore sans avoir passé par la médiation de l'adulte. Ça veut dire que l'enfant, même tout seul, pourrait quasiment, grâce à l'encadré qui apparaît, résoudre tout seul l'irrégularité. Il va se faire informer sur « Oh, voici la partie qui est spéciale dans ce mot-là, ça fait tel son, je connais les visuels pour chacun des sons de mon école. » Presque de manière autonome, il va être capable de résoudre. Et si plusieurs fois il est exposé au mot fils, ben, il va finir par
développer cette représentation orthographique-là dans son lexique et être capable de le reconnaître globalement. Mais pourquoi on a mis le mot fils dans cette page-là de graphone? Donc, tu peux rester là pareil. Parce que, dans le fond, c'était dans la semaine du... pas dans la semaine, mais dans la page du S. Le F a déjà été enseigné. Le I a déjà été enseigné. Le L, même s'il est inaudible, il a quand même déjà été enseigné. Et là, c'était le moment où on enseignait que S fait S. Donc, les enfants avaient enfin accès à tout ce qui était régulier dans ce mot-là. C'était un bon moment pour les exposer à ce mot irrégulier-là. Ils étaient équipés pour pouvoir en faire la résolution du décodage. Donc, éventuellement, on va intégrer une panoplie de mots spéciaux. Des fois, même, il y a des semaines où, là, on va avoir peut-être 10 mots spéciaux qu'on va maintenant être capable de résoudre par régularité. Il faut savoir que Graphone, on le fait de manière bénévole. On est 4 collègues qui développons ça au fil de notre temps personnel. Donc, je ne sais pas quand ça va être totalement inclus. Pour l'instant, il y en a un seul qui est FIS parce que, bon, on s'en sert pour justement modéliser comment pouvoir utiliser ça. Mais d'ici l'année prochaine, là, je pense que là, pour cette année, on a passé go pour ceux qui sont enseignés cette année, le décodage. Mais pour l'année prochaine, on pense avoir réussi à tous les intégrer. C'est quand même difficile parce qu'il faut créer des phrases qui ont du sens avec que les graphèmes qui ont été enseignés. Fait que déjà qu'on l'avait fait pour Graphone, mais là, dans le fond, aussi, le souhait, ce que ce serait, c'est de, mettons qu'à la semaine 4, on a intégré un mot irrégulier, bien, on voudrait le reprendre aussi, peut-être rendu à la semaine 8, dans une phrase avec un autre mot irrégulier pour assurer une exposition répétée aussi à ce mot-là, puis de pouvoir le réinvestir dans un autre contexte de phrase. Donc, comment on devrait faire? Si on a 4 choses à retenir, ce serait celle-ci. Comment on va faire pour enseigner aux élèves à lire les mots réguliers? Bien, on va leur enseigner à résoudre l'irrégularité. Idéalement, on va présenter un mot irrégulier lorsque les parties régulières du mot vont avoir été enseignées. Donc, d'où l'intérêt de FIS. On l'avait présenté lors de la semaine qu'on présente le S, parce que là, tout le restant avait été enseigné. On va enseigner en contexte de sens. Donc, faire lire des phrases et des textes authentiques. Donc, fini des mots étiquettes que j'envoie à l'école, pas à l'école, dans le sac à dos, puis là que je montre un mot, c'est quoi ce mot-là, c'est quoi ce mot-là, c'est nécessairement en contexte que l'enfant va être capable de faire une résolution du décodage réussi. Et on va enseigner aussi à partir de la 2e année la conscience morphologique. Qu'est-ce qu'on va faire avec les rares exceptions? Quelles étaient les exceptions déjà? Quels mots sont 100% irréguliers? Ouais. Puis F, finalement, quand je regarde, c'est quasiment comme une graphie, finalement, ultra fréquente. Les, des, mais, tes, c'est. Fait que finalement, c'est comme même pas tant irrégulier. Puis, bon, fait que là, il y a le ET, là, que lui, il est 100% irrégulier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots-là? Donc, ça, les mots ER, mon Dieu, je vous ai posé la question, mais il était écrit là. Ils sont 100% irréguliers, donc ils ne contiennent aucune partie régulière sur lesquelles les élèves peuvent s'appuyer. Donc, on peut, avec un nombre judicieusement choisi, un nombre de mots judicieusement choisis, enseigner ces mots-là. ET, rappelle-toi, ça fait et. Mais j'aimerais quasiment mieux qu'il y ait le support de ET, ça fait et, que de juste faire le mot rapidement, puis il faut que tu reconnaisses le mot. Je veux qu'il y ait quasiment une analyse visuelle du mot qui soit faite. Mais il n'en demeure pas moins que les principes pédagogiques énoncés par la recherche devraient être utilisés. Donc, je devrais enseigner en contexte de sens, donc parler des phrases et des textes authentiques, et faire un enseignement explicite de l'irrégularité, donc dire aux élèves que c'est irrégulier, que c'est spécial. Que oui, on va l'enseigner ET, ça fait E, mais on va aussi le mettre dans des phrases pour qu'il se rende compte par lui-même que si je lis maman, et ou papa, ça ne marche pas. Ah oui, c'est vrai, ça fait E. On veut quand même le mettre en contexte, puis son exposition répétée se retrouve à être en contexte authentique pour que ça rentre dans son lexique orthographique.
Oui, parce que ces élèves-là à qui on va avoir enseigné le décodage, puis que le décodage, c'est activer la prononciation d'un mot, puis d'activer le concept associé. S'ils vont lire en contexte, puis là, maman heurte papa, nécessairement, si on les a habitués à se dire, oups, là, ça ne marche pas, ça ne fait pas de sens, ils vont revenir, puis par le contexte, ils vont finir par résoudre cette irrégularité-là. Okay. Et c'est quelle heure est-il? Mon Dieu, j'ai fini avant. C'est comme étonné moi-même. Fait que je peux répondre à vos questions si vous en avez. J'arrête l'enregistrement. Oui, Oui, hein. c'est bon, ça. Peut-être plus à l'aise de poser vos questions, sachant qu'ils sont enregistrés. Donc, finalement, qu'est-ce que la recherche nous dit à propos des mots? Regarde, peux-tu t'en occuper? Qu'est-ce que la recherche nous dit à propos des mots étiquettes et des mots photos? La recherche nous dit que ce n'est pas appuyé. Donc, ce n'est pas une manière qui est efficace d'enseigner la lecture. J'ai vu ta main. Moi, j'ai une petite question. C'était en lien avec des rapports. Oui. Tu parlais de nouveautés. Il n'y a pas de cahier de numérotation.